Je m'appelle Suzanne et j'ai 28 ans. J'ai été licenciée un mardi. Propre, net, le genre de réunion où l'on vous remercie pour vos contributions et où l'on vous fait glisser une enveloppe d'indemnité de départ sur la table, comme si cela devait amortir la chute. Je suis rentrée chez moi et j'ai d'abord fait les choses responsables. J'ai vérifié mon application bancaire, mis à jour mon CV, et je me suis dit que je retomberais sur mes pieds. 2 jours plus tard, mon propriétaire m'a contacté pour me dire qu'il devait me parler. Je pensais que c'était à propos de l'appartement, peut-être des réparations qu'il avait reportées. Au lieu de cela, il m'a annoncé que quelqu'un l'avait contacté directement et lui avait offert $500 de plus pour mettre fin à mon bail de manière anticipée. Pas le mois prochain, pas à la fin du terme. De manière anticipée, rapidement, et avec un ultimatum qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas une erreur. C'était ma sœur. Quand je l'ai appelée, elle n'a pas semblé choquée ou coupable. Elle avait l'air amusée, comme si c'était une histoire qu'elle avait hâte de raconter au dîner. Le message était simple. C'était pour mon propre bien. Et si ça ne me plaisait pas, je devais me débrouiller. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était de réaliser à quelle vitesse ma vie pouvait être réorganisée par des gens qui prétendaient m'aimer, et à quel point ils étaient calmes en le faisant. Dès le lendemain après-midi, la situation est devenue encore plus sordide, encore plus vite. La paperasse a avancé, les délais se sont resserrés et j'ai réalisé que j'avais moins de poids que je ne le pensais. Alors, j'ai arrêté de discuter. J'ai arrêté de supplier. Je n'ai rien dit, j'ai raccroché et j'ai passé un seul appel. Et presque immédiatement, tout a changé. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois partie, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le jeudi après-midi, mon téléphone a de nouveau vibré alors que je fixais mon CV comme s'il m'avait personnellement trahi. C'était mon propriétaire, me demandant si j'avais une minute. Je suis sortie sur le petit balcon de mon appartement parce que je ne voulais pas que le voisin du 3B entende ma vie s'effondrer à travers les murs. Sa voix avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils ont déjà pris leur décision. Il m'a dit que quelqu'un l'avait contacté directement et lui avait offert $500 pour mettre fin à mon bail plus tôt et me faire partir rapidement. Il n'a pas dit qui au début. Quand j'ai demandé, il a avoué que c'était ma sœur, puis a enchaîné avec des excuses qui semblaient répétées. Je lui ai demandé s'il avait même le droit de faire ça. Mon bail initial avait pris fin il y a des mois, et il s'était renouvelé de mois en mois. Normalement, cela signifiait un préavis et du temps. Il a convenu, puis a dit qu'il n'essayait pas de lancer une procédure d'expulsion officielle. Il me proposait un accord de résiliation anticipée. Si je le signais, j'aurais 48 heures. Il a dit qu'il renoncerait au prochain loyer et qu'il serait juste concernant ma caution, mais il n'a rien promis par écrit lors de cet appel. Je suis restée là, les mains sur la balustrade, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Je venais de perdre mon salaire. Je n'en avais pas de nouveau en vue. Je n'avais pas assez d'argent pour verser un premier mois, un dernier mois et une caution ailleurs dans un délai si court. Et maintenant, ma sœur avait payé de l'argent supplémentaire pour accélérer la pire semaine de ma vie d'adulte. Je lui ai demandé pourquoi il envisageait cette proposition. Il n'a pas prétendu que c'était une question de principe. Il a dit que le renouvellement des locataires était coûteux, mais qu'un logement vacant lui permettrait de réajuster le loyer, et que les $500 rendaient le désagrément acceptable. Il a répété qu'il se sentait mal à l'aise avec ça, ce qui était sa manière de rester confortable tout en acceptant l'argent. Quand nous avons raccroché, je ne suis pas rentrée tout de suite. Je suis restée dehors jusqu'à ce que l'air me pique la peau, parce que bouger donnait l'impression d'admettre que c'était réel. Puis j'ai appelé ma sœur. Je n'ai pas commencé par un grand discours. J'ai posé une seule question. L'as-tu payé pour faire ça? Elle n'a pas nié. Elle n'avait pas l'air coupable non plus. Elle parlait comme si elle me rendait service, comme si c'était le coup de pouce dont j'avais besoin. Elle est restée légère, presque amusée, comme si ma situation de logement était un scénario qu'elle pouvait contrôler. Le message sous-jacent à son ton était simple. Ça allait arriver et j'étais censée l'accepter.
J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose qui serait utilisé contre moi plus tard. Après ça, j'ai appelé mes parents. Je ne leur demandais pas de réparer ma vie. Je ne demandais même pas d'argent. Je leur ai demandé si je pouvais rester chez eux temporairement le temps de trouver un travail et un logement, parce que je n'avais pas de plan B réalisable en 2 jours. Ils ont dit non. Pas après y avoir réfléchi. Pas après avoir posé des questions. Juste non. Un non prononcé calmement, comme si c'était une limite dont ils étaient fiers. Mon père a présenté ça comme une leçon. Ma mère l'a présenté comme une motivation. Ils utilisaient le genre de langage qui fait passer la cruauté pour de la responsabilité. Ils n'arrêtaient pas de parler d'amour tout en me refusant un abri de base. Quand j'ai mis fin à cet appel, quelque chose en moi s'est tu. J'ai arrêté d'attendre un retournement de situation soudain. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un se souvienne qu'il tenait à moi. Ce soir-là, j'ai arpenté mon appartement comme si c'était une liste de contrôle. J'ai ouvert les placards. J'ai compté les cartons que je ne possédais pas. J'ai fait 3 piles sur le sol, les essentiels, le remplaçable et l'impossible. J'ai vérifié le coffre de ma voiture et j'ai réalisé que ce n'était pas une solution. C'était juste un contenant. J'ai tenté une dernière option avant minuit. J'ai envoyé un SMS à un ami à qui je n'avais pas parlé depuis un moment, quelqu'un qui m'avait dit un jour que je pourrais venir chez lui si j'en avais besoin. Le message a été lu. Pas de réponse. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal, puis j'ai posé le téléphone et je me suis dit que je ne m'en dirais pas 2 fois en une journée. Vers 1h du matin, mon propriétaire a envoyé un SMS de suivi, demandant ma réponse pour le lendemain après-midi afin qu'il puisse s'organiser. Ce n'était pas une menace sur le papier, mais ce n'était pas amical non plus. C'était le genre de message qui vous rappelle qui a les clés. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai commencé à faire un sac. Non pas parce que j'étais d'accord avec ce qui se passait, mais parce que j'avais enfin compris la réalité de ma position. Les personnes qui étaient censées me soutenir coordonnaient mon effondrement, et j'étais la seule qui restait pour décider de la suite. Le lendemain matin, je suis retournée à mon immeuble avec un coffre vide et une boule dans la gorge. Je me suis dit que je resterais pragmatique, que j'entrerais, que je prendrais ce qui comptait et que je partirais sans faire de scène. Le parking semblait normal depuis la rue, le genre d'endroit où rien de dramatique ne semble jamais se produire. Mais au moment où je suis entrée dans le couloir, j'ai su que j'étais déjà en retard à ma propre vie. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai essayé 2 fois, puis une fois de plus lentement, comme si cela pouvait changer le résultat. La serrure avait été changée. Je suis restée là 1 seconde, à fixer la poignée de porte comme si c'était celle d'un inconnu. Mon nom était toujours sur la boîte aux lettres. La porte n'était simplement plus la mienne. J'ai regardé le long du couloir et j'ai vu les piles avant de les atteindre, des boîtes en carton, des sacs poubelles, un panier à linge que je reconnaissais, une étagère à chaussures que j'avais achetée en ligne parce qu'elle était bon marché et suffisante. Tout ce que je possédais était empilé le long du mur comme si ça avait été trié par quelqu'un qui se fichait que ça reste propre, sec ou intact. Quelques voisins sont passés et n'ont pas croisé mon regard. Je ne pouvais pas leur en vouloir. À leur place, j'aurais fait la même chose. Il y a une forme d'humiliation spécifique à voir sa vie réduite à ce qui peut tenir dans des cartons, surtout quand on n'a pas pu décider du moment. Je me suis accroupie et j'ai commencé à vérifier ce qu'il y avait. Une partie était intacte. Une autre non. Un cadre en verre s'était fissuré. Un sac poubelle s'était déchiré, et un mélange de vêtements et d'articles de toilette s'était étalé sur le sol. J'ai tout ramassé avec des mains tremblantes, non pas parce que c'était précieux, mais parce que laisser quoi que ce soit derrière moi donnait l'impression d'admettre que je ne reviendrais pas. J'ai appelé mon propriétaire et lui ai demandé pourquoi il avait changé les serrures avant même que j'aie pu vider les lieux. Il n'a pas discuté. Il a donné une explication calme sur la responsabilité, sur le fait qu'il ne voulait pas que j'aille et vienne pendant qu'il préparait le logement pour le prochain locataire. Il a dit que mes affaires étaient accessibles, donc on ne me refusait pas l'accès. Les mots étaient nets. La réalité ne l'était pas. J'ai arrêté de parler avant de paraître désespéré. Faire mes cartons est devenu un triage.
J'ai d'abord pris les documents, puis mon ordinateur portable, puis les petites choses qui deviennent des urgences quand on n'a plus de maison. Les médicaments, les chargeurs, la seule veste qui vous tient vraiment chaud. J'ai chargé ce que je pouvais porter dans la voiture et j'ai continué à faire des allers-retours, en essayant d'ignorer à quel point je me sentais exposée chaque fois que je traversais ce couloir. À un moment donné, j'ai réalisé que je prenais des décisions basées sur le poids plutôt que sur la valeur. J'ai tenu une boîte de livres pendant une seconde, puis je l'ai reposée parce qu'elle était trop lourde et que je n'avais ni l'espace ni la force. Je me suis dit que je les remplacerais plus tard, même si une partie de moi savait que c'était un mensonge. Le coffre presque plein, je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai fixé le volant jusqu'à ce que ma vision se brouille. Je ne pleurais pas de manière dramatique. C'était plutôt comme si mon corps laissait fuir le stress parce qu'il ne savait pas où le mettre ailleurs. J'ai conduit jusqu'à un plus grand parking à quelques kilomètres de là, un endroit où je pensais pouvoir me garer sans attirer l'attention. Et j'ai passé l'après-midi dans la voiture à faire des listes que je ne pouvais pas me permettre de réaliser, trouver un travail, trouver une chambre, trouver un moyen d'obtenir de l'argent rapidement sans faire quelque chose qui me entrait. La batterie de mon téléphone était faible à cause de tous les appels que j'avais passés, et je n'arrêtais pas de baisser la luminosité de l'écran pour la faire durer. La nuit est tombée tôt, comme toujours quand on regarde l'horloge au lieu de vivre sa vie. J'ai verrouillé les portes et j'ai essayé de dormir assise. L'air à l'intérieur de la voiture est devenu vicié. Chaque son à l'extérieur semblait trop proche. La boucle de la ceinture de sécurité me rentrait dans la hanche chaque fois que je bougeais. Je regardais les phares balayer le pare-brise et je sursautais à chaque fois, parce que je ne savais pas ce que je dirais si quelqu'un tapait à la vitre et me demandait ce que je faisais. Au matin, j'avais mal au cou. Ma bouche avait un goût de vieux café et mes nerfs étaient à vif. J'ai repris la route vers le même quartier par habitude, comme si la routine pouvait me protéger. Je me suis garée sur un autre parking et je me suis dit que j'utiliserais les toilettes quelque part, que je me laverais le visage, que j'aurais l'air à nouveau humaine. J'ai quitté la voiture moins de 10 minutes. Quand je suis revenue, elle avait disparu. Pendant une seconde, je suis restée là, vide, à regarder la bande d'asphalte où elle se trouvait, attendant que mon cerveau rattrape le coup. Puis j'ai vu le panneau affichant les restrictions de remorquage et les permis, les petites lignes que personne ne lit jusqu'à ce qu'elles gâchent leur journée. J'ai vérifié les coins du parking, comme si je m'étais peut-être garée dans une autre rangée. Ce n'était pas le cas. J'ai appelé le numéro sur le panneau avec des mains qui ne cessaient de trembler. Une voix lasse a confirmé qu'elle avait été remorquée. Il y avait des frais pour la récupérer, plus des frais de gardiennage journaliers. Le montant qu'il a cité était supérieur à ce que j'avais de disponible, et il l'a dit comme si c'était un fait ordinaire, pas le coup de grâce pour quelqu'un déjà à terre. J'ai demandé ce que j'étais censé faire. Il m'a donné des instructions, pas de la sympathie. Je suis restée sur le trottoir, mon téléphone pressé contre mon oreille, écoutant les indications pour me rendre au bureau de la fourrière, et le monde s'est réduit à la plus simple des vérités. Le seul endroit que j'avais réussi à transformer en abri venait de m'être retiré. Mon coffre n'était pas seulement rempli d'affaires. Il était rempli des choses que je ne pouvais pas remplacer rapidement, et maintenant il était enfermé derrière un portail que je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé autour de moi, essayant de décider quelle direction importait. Des voitures passaient. Les gens vaquaient à leurs occupations du samedi. Personne ne savait que ma vie avait été vidée en moins de 48 heures. J'ai commencé à marcher parce que rester immobile était pire. Et parce qu'il ne me restait plus rien qui puisse bouger. Quelques kilomètres plus tard, mes pieds m'ont conduite au seul endroit qui ne posait pas de questions tant que vous aviez l'air d'y avoir votre place. C'était une épicerie où j'étais allée une centaine de fois. Près de l'entrée principale, à côté de la boulangerie, il y avait un petit comptoir à café avec quelques tables. Ce n'était pas confortable, mais il y avait le Wi-Fi, des prises de courant et des toilettes. C'était suffisant. J'ai acheté la chose la moins chère du menu, un petit café filtre, et je me suis assise là où je pouvais garder le dos au mur. Mon téléphone était à peine en vie. Je l'ai branché et j'ai regardé la batterie grimper, en essayant d'ignorer le fait que ma voiture, mes vêtements et la plupart de ma vie se trouvaient derrière un portail verrouillé que je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir.
Autour de moi, les gens se déplaçaient avec un but. Un caissier a appelé du renfort aux caisses. Quelqu'un a ri près du rayon des fleurs. La normalité de la scène me faisait me sentir encore plus déplacée, comme si ma semaine avait déraillé et que tout le monde suivait encore les rails. Quand mon téléphone a eu assez de charge, j'ai de nouveau vérifié mon compte. Le chiffre n'avait pas changé. J'ai refait le calcul quand même, car la panique adore la répétition. Puis une notification du groupe de discussion familiale est apparue. J'ai cliqué dessus sans réfléchir. Des photos se sont chargées, des projets. Une escapade de week-end. Une photo d'un hall d'hôtel. Le choix d'un restaurant. Le genre de bavardage qui dit que tout le monde va bien et s'attend à ce que vous alliez bien aussi. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce soit engourdi. Personne n'a demandé où je dormais. Personne n'a demandé si j'avais mangé. Personne n'a rien demandé. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé la tasse de café comme si elle pouvait me donner une réponse. Ce que je ressentais n'était pas de la tristesse. C'était de la clarté. Ils n'avaient pas seulement refusé d'aider. Ils avaient décidé que mon inconfort leur était utile. J'ai ouvert mon application de notes et je me suis forcé à passer en mode résolution de problèmes. Abri, transport, revenus, paperasse. Ce dernier mot semblait étrange à l'écran, mais il ne quittait pas mon esprit parce qu'il y avait un fait que ma famille traitait comme s'il n'existait pas. Ma grand-mère avait été propriétaire de la maison où vivaient mes parents. Quand elle est tombée malade, c'est moi qui étais là régulièrement, pas avec de grands gestes, juste avec du temps. Je la conduisais à ses rendez-vous. Je récupérais ses ordonnances. Je m'asseyais avec elle quand la maison semblait trop silencieuse. Le reste de la famille était occupé. Et j'ai comblé le vide parce qu'il le fallait. Après son décès, sa succession a été gérée par un avocat. Je savais ce que disait son testament. Je savais ce que mon nom signifiait sur ces documents. Je savais aussi que mes parents vivaient confortablement dans cette maison depuis des années, comme si elle avait toujours été la leur. J'étais restée silencieuse parce que je me disais que c'était la chose décente à faire. Je ne voulais pas transformer le deuil en conflit. Je ne voulais pas être la personne qui parlait de propriété à table. Alors, j'ai laissé le silence s'installer et j'ai payé ce qui devait être payé, pensant que la reconnaissance viendrait un jour. Assise dans ce coin café d'épicerie, j'ai enfin admis l'évidence. Le silence ne vous fait pas gagner le respect des gens qui se sentent en droit de tout avoir. Il ne fait que leur donner plus d'espace. J'ai trouvé les coordonnées de l'avocat et je les ai fixées jusqu'à ce que mon pouls ralentisse. Son nom était Michael Hargrove. Je ne l'avais pas appelé depuis des années. L'appeler maintenant signifiait que j'avais fini de prétendre que ma famille me traiterait équitablement d'elle-même. Je suis sortie près de la consigne des chariots pour ne pas être entourée de clients. L'air sentait le trottoir mouillé. J'ai appuyé sur « Appeler ». Quand Michael a répondu, je me suis identifiée et je suis allée droit au but. Je lui ai dit que j'avais perdu mon emploi. Je lui ai dit que mon bail avait été poussé vers une résiliation anticipée avec 5 cents. Je lui ai dit que j'avais été mise à la porte avant de pouvoir finir de faire mes cartons. Je lui ai dit que ma voiture avait été remorquée avec mes affaires à l'intérieur. Puis je lui ai posé une seule question. Que puis-je faire? Et à quelle vitesse cela peut-il commencer? Il a demandé quelques détails pour clarifier, de manière calme et pragmatique, comme s'il était déjà en train de trier mon désordre en étapes. Puis il a confirmé ce que j'avais besoin d'entendre. La maison était à moi. Elle m'appartenait depuis la clôture de la succession. Mes parents y étaient parce que je le permettais, non pas parce qu'ils en avaient le droit légal. Il a exposé le processus en termes simples, notification, délai. Rien de dramatique, juste de la paperasse qui avance quand elle est déposée correctement. Il ne m'a pas poussé. Il n'a pas prêché. Il a simplement rendu les options réelles. J'ai écouté, et la culpabilité que j'avais portée a finalement commencé à ressembler moins à de l'amour et plus à du conditionnement. Je lui ai dit de commencer. Un peu plus tard, mon téléphone s'est transformé en sirène. Ma sœur a appelé en premier, puis encore, et encore.
Le genre de persistance qui n'est pas de l'inquiétude, c'est de la panique. Après elle, ce fut mon père, puis ma mère, puis tous dans des ordres différents, comme si une rotation finirait par me faire décrocher. J'ai laissé les appels sans réponse et j'ai regardé l'écran s'allumer et s'éteindre. Michael a envoyé un court message confirmant qu'il avait préparé la première mise en demeure et qu'il la ferait signifier correctement. Pas de drame, juste une étape suivante propre et nette. Je suis restée au café de l'épicerie parce que c'était fonctionnel, Wi-Fi, une prise, des toilettes, des gens qui s'occupaient de leurs affaires. J'ai acheté un autre petit café et j'ai gardé les yeux sur les vitres de l'entrée. Une voiture est entrée et s'est arrêtée. Puis une autre, puis une troisième. J'ai reconnu leur façon de se garer trop près de l'entrée, comme s'ils essayaient de raccourcir la marche et d'élargir l'impact. Ils sont entrés ensemble et ont balayé du regard la zone des tables comme s'ils cherchaient la preuve que j'existais encore. Mon père m'a repéré et s'est avancé le premier. Ma mère a suivi, déjà secouée. Ma sœur est arrivée en dernier, les épaules raides, le visage crispé. Pas du tout la personne qui avait semblé amusée au téléphone. Je ne me suis pas levée. Je suis restée où j'étais et je les ai laissés envahir la table. Ils ont commencé à parler les uns par-dessus les autres, essayant de forcer la conversation dans la forme qu'ils voulaient. Le ton de mon père était contrôlé mais sec. Ma mère avait l'air d'essayer de pleurer en silence. Ma sœur n'arrêtait pas de regarder mon téléphone comme si c'était l'arme qu'elle ne pouvait pas m'enlever. J'ai attendu qu'il y ait une pause et j'ai posé une seule question. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? Personne n'a répondu clairement. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient appelé sans arrêt. Et quand je n'ai pas répondu, ils sont allés chercher aux endroits où j'allais quand j'avais besoin de Wi-Fi et d'espace. Ce n'était pas de l'amour. C'était une manœuvre pour me contrôler. Mon père a finalement demandé ce que j'avais fait. Ses mains tremblaient et il détestait que je puisse le voir. Je leur ai dit que j'avais parlé à Michael Hargrove au sujet de la succession de ma grand-mère. Cette phrase a eu l'effet d'un poids. Mon père s'est figé. Ma mère a cligné des yeux fortement, comme si elle essayait de rembobiner. L'assurance de ma sœur s'est effondrée pour laisser place au calcul. Mon père a essayé de déplacer la discussion à l'extérieur, quelque part de privé. J'ai dit non. Il a demandé ce que je voulais, comme si nous négocions des termes au lieu de régler ce qu'ils avaient commencé. Je suis restée simple. Je voulais récupérer mes affaires. Pas quand ça les arrangerait. Mais assez tôt pour que mes biens essentiels ne soient pas abîmés ou jetés. Je voulais que la situation de ma voiture soit réglée d'une manière qui ne nécessite pas d'argent que je n'avais pas, ce qui signifiait que quelqu'un dans cette famille devait réparer le gâchis qu'ils avaient contribué à créer. Et je voulais qu'ils se préparent à quitter la maison où ils vivaient, parce qu'elle était à moi. Ma mère s'est agrippée au bord de la chaise. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ma sœur avait l'air offensée, comme si la propriété était un problème d'attitude. Ils ont chacun essayé un angle différent. L'amour vache, une erreur, de l'aide. Des mots différents, même intention, me faire reculer. Me faire signer quelque chose. Me faire accepter qu'ils pouvaient réorganiser ma vie et appeler ça des conseils. Je n'ai pas discuté. Je leur ai exposé le seul fait qui comptait. Ma sœur avait payé $500 pour accélérer mon expulsion, et eux deux l'avaient soutenu. Un employé du magasin est passé et a jeté un coup d'œil à notre table. Mon père a baissé la voix et est passé en mode négociation, me demandant si je pouvais mettre en pause ce qui était en cours, promettant son soutien si seulement j'arrêtais. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par des promesses qui n'apparaissaient qu'une fois que j'avais un avantage. Ma mère a commencé à parler de la famille. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'il arriverait quand on met sa fille à la porte juste après qu'elle ait perdu son emploi. Elle n'a pas pu répondre. Ma sœur a finalement posé la question qu'elle évitait. Est-ce que tu es vraiment propriétaire de la maison? J'ai dit oui. Son visage a blêmi. Mon père fixait le dessus de la table. Ma mère nous regardait, passant de l'un à l'autre avec un nouveau genre de choc. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je leur ai dit qu'ils devaient commencer à faire des plans qui n'impliquaient pas que j'absorbe les dégâts. Puis je me suis éloignée vers les rayons,
les laissant à la table avec rien d'autre à contrôler que leur propre panique. Au cours de la semaine suivante, ma famille ne s'est pas calmée. Elle a intensifié ses efforts. Mon père a cessé d'appeler comme un parent et a commencé à appeler comme quelqu'un qui essaie de gérer un problème. Ma mère a laissé de longs messages vocaux qui semblaient doux jusqu'à ce que l'on saisisse le message sous-jacent: si je coopérais, les choses pourraient redevenir normales. Ma sœur oscillait entre la colère et une fausse chaleur, comme si le bon ton pouvait me déverrouiller. Michael m'a maintenu sur les rails. Il m'a dit quelle paperasse serait livrée, quel délai comptait et ce qu'il ne fallait pas dire sur des lignes enregistrées. Une fois la mise en demeure enclenchée, la panique de mon père s'est accentuée. Il a demandé à me rencontrer en privé. J'ai refusé. J'ai accepté un lieu public avec des caméras et du monde autour. Il est arrivé en parlant vite, essayant de présenter ce qu'ils avaient fait comme de la discipline, pas de la cruauté. Il a appelé ça de l'amour vache. Il utilisait le mot amour comme un bouclier. Je n'ai pas débattu de la philosophie. Je lui ai dit la vérité pratique. J'avais été mise à la porte avec un délai que je ne pouvais pas respecter. Mes affaires étaient dispersées et ma voiture était enfermée derrière le portail d'une fourrière que je ne pouvais pas me permettre de payer. Il a essayé de pivoter vers la négociation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'arrête ? Je lui ai dit que je voulais que mes biens soient traités comme des biens et que mon nom soit retiré de sa dette. Il y a des années, lorsqu'il a développé son activité de conseil, il m'avait demandé de me porter co-emprunteur pour un prêt professionnel. J'étais à peine sortie de l'adolescence. Il avait appelé ça une formalité. J'ai signé parce que je lui faisais confiance et parce que lui refuser quelque chose dans cette maison avait toujours des conséquences. Michael m'avait expliqué ce que les documents de la banque signifiaient. Le prêt avait encore un solde d'environ 40 000 $. S'il tournait mal, ma cote de crédit en pâtirait avec la sienne. J'ai dit à mon père que je voulais en être retiré, soit par un refinancement, soit par un remboursement, et que je n'accepterais pas une autre promesse vague. Il a dit que ça ne pouvait pas se faire rapidement. Il a dit que les banques ne bougeaient pas si vite. Il a dit que je ne comprenais rien aux affaires. Je lui ai dit que je comprenais assez pour savoir qu'il m'avait utilisé. L'appel suivant est venu de quelqu'un d'extérieur à la famille. Un homme s'est présenté comme étant Ethan Caldwell, l'associé de mon père. Il a demandé à me rencontrer pour discuter des options. J'ai choisi un petit restaurant près d'un centre commercial animé. Ethan n'a pas perdu de temps. Il a dit que ma demande créerait une crise pour l'entreprise. Il a parlé de contrats, de paix et de personnes dépendant de la stabilité. Puis il a essayé de faire en sorte que cela ressemble à ma responsabilité. J'ai demandé s'il savait que ma sœur avait payé pour me faire expulser de mon appartement en 2 jours. Il a dit que oui, puis a écarté cela comme un conflit familial, distinct de la réalité des affaires. Mon nom sur ce prêt avait été une réalité commerciale quand mon père en avait eu besoin. Maintenant, il voulait que ce soit traité comme une faveur. J'ai dit à Ethan que ma signature en tant que co-emprunteur n'était pas une faveur. C'était un risque, et j'en avais assez de le porter. Il a demandé s'il y avait une somme qui me ferait reculer. Je lui ai dit que la somme était ce qu'il fallait pour retirer mon nom proprement. Et que tant que cela ne serait pas fait, le processus continuerait d'avancer. Il est parti l'air irrité, comme si j'avais échoué à un test que je n'avais pas accepté de passer. Ma mère a essayé ensuite. Elle a demandé à me rencontrer et j'ai choisi un café bondé à l'intérieur d'une épicerie parce que c'était familier et public. Elle est arrivée les yeux gonflés et la voix précautionneuse. Elle s'est excusée sans vraiment assumer quoi que ce soit. Elle a dit qu'ils avaient eu peur pour moi. Elle a dit qu'ils n'avaient jamais pensé que ça irait aussi loin. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'une résiliation anticipée et un changement de serrure feraient. Elle a proposé un marché. Si j'abandonnais la mise en demeure, il m'aiderait à chercher un emploi, me mettrait en contact avec de meilleures opportunités et me soutiendrait pendant que je me remettais sur pied. Cela semblait généreux jusqu'à ce que l'on entende la condition: renonce d'abord à ton avantage, puis accepte à nouveau leur contrôle. Je lui ai dit que je n'étais pas un projet. Elle m'a accusé de punir toute la famille et m'a prévenu que j'étais en train de briser quelque chose qui ne pourrait pas être réparé.
Elle s'attendait à ce que cela me fasse peur et me pousse à obéir, et ça a presque marché. Non pas parce que je voulais les récupérer, mais parce que j'ai enfin compris ce qu'ils valorisaient. Ils valorisaient la version de moi qui restait silencieuse. Après ça, ma sœur a commencé à envoyer des messages qui réécrivaient l'histoire, se présentant comme la personne raisonnable. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Vers la fin de cette période, les SMS de mon père sont devenus frénétiques. Il écrivait à propos de la banque, d'un examen et de problèmes de paperasse liés à la maison, comme si le sol se dérobait sous ses pieds et que j'étais censé le stabiliser. J'ai lu les messages, j'ai posé le téléphone et j'ai laissé les conséquences suivre leur cours, exactement comme elles avaient été engagées. Quelques jours plus tard, le calendrier a cessé de paraître théorique. La mise en demeure a fait ce que font les mises en demeure. Elle a mis une date limite au déni. Michael a tout gardé propre et correctement signifié. Et mon père a appris à ses dépens que la paperasse ne fait pas de pause pour les réunions de famille. J'ai continué d'avancer comme quelqu'un qui devait encore survivre. J'ai postulé à des emplois depuis les ordinateurs de la bibliothèque, j'ai gardé une voix stable lors des entretiens, et j'ai essayé de ne pas penser au fait que la plupart de mes vêtements étaient toujours enfermés dans ma voiture à la fourrière. Michael a envoyé une demande formelle à la fourrière, demandant une brève suspension de tout calendrier de vente aux enchères pendant que j'organisais la récupération. Ce n'était pas garanti, mais ça achetait du temps. Ethan a rappelé vers la fin du mois. Il n'a pas essayé de me faire la leçon sur la loyauté cette fois. Il a dit que la banque était devenue nerveuse une fois que la demande de prêt a atteint leur système et que leurs plus gros clients posaient des questions. Il voulait un accord qui retire mon nom du prêt commercial rapidement. Michael a négocié directement. Je ne me suis assise en face de personne pour échanger des sentiments. L'offre qui est arrivée par écrit était de 30 000 $ à titre de règlement pour me libérer de ma part de l'obligation de co-emprunteur et retirer mon nom du prêt à l'avenir. C'était net, immédiat et exécutoire. J'ai accepté. Quand l'argent est arrivé sur mon compte, je n'ai pas célébré. Je suis allée directement à la fourrière, j'ai payé les frais et j'ai récupéré ma voiture avant qu'elle ne devienne une autre perte permanente. J'ai ouvert le coffre et j'ai touché mes propres affaires comme si elles étaient la preuve que je n'avais pas imaginé les 2 dernières semaines. Puis j'ai remboursé les petits dégâts financiers qui s'étaient accumulés pendant le chaos et j'ai mis de côté une partie comme fonds d'urgence parce que je ne voulais plus jamais être aussi exposée. Mes parents ont déménagé à la date limite. Il n'y a pas eu d'adieu sincère. Il n'y a pas eu de moment où tout le monde a soudainement compris. Ils ont fait leur carton, ils ont chargé un camion et ils sont partis pour un appartement qu'ils pouvaient se permettre. L'entreprise de mon père ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais elle a pris de vrais coups. Une trésorerie tendue, des clients ébranlés et le genre de stress qui ne disparaît pas simplement parce qu'on le souhaite. Ma sœur a aussi pris des coups, mais d'une manière différente. Ces 500 $ qu'elle avait jetés à mon propriétaire n'étaient pas de l'argent de poche. Ils avaient été mis sur une carte de crédit. Et une fois que l'argent de la famille s'est resserré, son idée amusante s'est transformée en de vrais paiements qu'elle ne pouvait pas esquiver. Elle a essayé de me blâmer pour les retombées, mais les reproches ne font pas baisser un taux d'intérêt ni ne réparent une relation que l'on a brûlée pour le divertissement. Ma mère a essayé une dernière fois de me ramener dans l'ancien schéma. Elle a demandé ce qui arrangerait les choses. Je lui ai donné la réponse honnête. Rien ne pouvait nous ramener là où nous étions, parce que la version de la famille qu'il voulait exigeait que j'accepte d'être maltraitée sans qu'il y ait de conséquences. C'était terminé. J'ai changé les serrures le premier jour où la maison était vide, j'ai mis en place un suivi de courrier, j'ai installé des caméras aux portes et j'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'avais appris à quoi ressemble le sentiment de supériorité quand il est aux abois. Mon père a envoyé un SMS plus tard dans la nuit, énumérant à quel point les choses étaient difficiles pour eux, comme si la difficulté était un coupon qui effaçait ce qu'ils avaient fait. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. J'ai bloqué les numéros un par un, y compris celui de ma sœur. J'ai dit à Michael que tout contact futur passerait par son bureau. Une semaine plus tard, j'ai commencé un nouvel emploi. Ce n'était pas un miracle. C'était la stabilité. J'ai acheté des meubles de base, j'ai remplacé ce qui était endommagé et j'ai gardé un budget serré.
La maison semblait silencieuse, mais elle semblait aussi sûre, et cela comptait plus que la nostalgie. Voici ce que j'ai retenu de tout cela, et ce que j'espère que vous retiendrez aussi. Les gens vous traiteront d'égoïste dès que vous cesserez d'être arrangeante. Ils qualifieront vos limites de cruauté lorsque ces limites bloqueront leur accès à vous. Si quelqu'un peut vous faire du mal et s'attendre encore à votre loyauté, il ne veut pas d'une relation. Il veut une source d'approvisionnement. La famille peut être une source de force. Mais l'ADN partagé n'est pas un contrat à vie. Le respect est le contrat. Si le respect n'est pas là, vous êtes autorisé à choisir la distance, même si ça fait mal, même si les autres ne comprennent pas. Si vous êtes au milieu de quelque chose de similaire, protégez d'abord les aspects pratiques. Sachez ce qui est à votre nom. Lisez ce que vous signez. Gardez des copies. Constituez un petit fonds d'urgence si vous le pouvez, car la survie devient vite coûteuse. Et si vous devez poser une limite, posez-la clairement, puis protégez-la. Merci d'être resté avec mon histoire. Si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et garder votre dignité, laissez un commentaire avec ce qui vous a aidé et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.